Dans cette seconde vidéo, nous étudierons la deuxième partie du chapitre qui concerne la fonction de répartition des richesses de l'État. Commençons par identifier les risques sociaux. Les risques sociaux peuvent être définis comme les événements pouvant survenir à tout individu et provoquant pour lui soit des dépenses importantes, soit une diminution sensible des revenus habituels et nécessitant une prise en charge collective. Les risques sociaux peuvent être la maladie, les accidents, avoir un enfant, être au chômage ou encore être à la retraite. Pour protéger la population, l'État met donc en place tout un système de protection sociale. La protection sociale peut être définie comme l'ensemble des dispositifs de prévoyance collective et de protection qu'une société accorde à ses membres pour faire face aux risques sociaux. L'assurance maladie, l'assurance retraite, etc. L'État cherche aussi à lutter contre les inégalités. Il existe deux types d'inégalités, les inégalités économiques, mais aussi les inégalités sociales. Les inégalités économiques peuvent être définies comme les différences entre les individus ou les groupes sociaux portant sur des avantages ou des désavantages économiques et qui fondent une hiérarchie entre les individus ou ces groupes. Les inégalités économiques peuvent être analysées sous l'analyse des inégalités de revenus ou des inégalités de patrimoine. Afin de mieux se rendre compte des inégalités dans la société, on utilise les fractiles. Il s'agit d'un outil permettant de fractionner une population statistique en plusieurs effectifs. Pour cette vidéo, nous utiliserons le système des déciles. La population est regroupée en 9 déciles, D1 à D9. D1 représente alors les 10% les plus démunis et D9 les 10% les plus favorisés. Dans ce tableau statistique, on constate que les 10% les plus démunis ont un niveau de vie moyen annuel avant redistribution de 7 450 €, tandis que les 10% les plus favorisés ont un niveau de vie annuel moyen de 44 320 €. Cet écart semble assez important. Afin de se rendre compte davantage de cet écart, on utilise la technique du coefficient multiplicateur que l'on applique aux déciles. Et on constate alors que les 10% les plus favorisés ont un niveau de vie annuel moyen 5,94 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres. Les inégalités peuvent être aussi des inégalités sociales. Les inégalités sociales peuvent être à leur tour définies comme les différences entre les individus ou les groupes sociaux portant sur des avantages ou des désavantages dans l'accès aux ressources socialement valorisées. Il est possible de souligner plusieurs inégalités sociales. Ces inégalités sociales peuvent porter sur l'origine sociale, l'âge, le genre, le handicap, le groupe ethnique ou encore l'orientation sexuelle des individus. Les inégalités économiques et sociales sont cumulatives. L'une va renforcer l'autre et l'autre renforcera l'une. Les inégalités économiques et sociales vont alors former un système. Pour lutter contre la pauvreté, l'État a à sa disposition plusieurs outils. Ces outils sont la fiscalité et les services collectifs. La fiscalité peut passer par l'impôt sur le revenu. En France, ce système est progressif. Plus un individu a un revenu important et plus il paiera d'impôt sur le revenu, et inversement. La fiscalité cherche à réduire les inégalités dans la répartition primaire des revenus. La lutte contre les inégalités passe par les services collectifs. Les services collectifs sont les services non marchands mis à disposition des ménages, essentiellement produits par l'État, mais aussi par des associations. Ils sont développés sous la forme de services publics. Le service public correspond aux activités exercées directement par l'autorité publique ou sous son contrôle dans le but de satisfaire un intérêt général. L'État lutte contre les inégalités en passant par le système de redistribution, comme nous l'avons vu dans l'introduction de l'année scolaire. Il faut distinguer la redistribution verticale et la redistribution horizontale. Par ce système redistributif, l'État cherche à lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Une personne est considérée comme pauvre quand elle ne dispose pas de ressources matérielles suffisantes
et qui vit dans des conditions qui ne lui permettent pas de vivre dignement selon les droits de la personne humaine. Il faut alors distinguer la pauvreté absolue de la pauvreté relative. La pauvreté absolue correspond à la situation des personnes qui ne disposent pas de la quantité minimale de biens et de services permettant une vie normale. On l'établit sous forme de panier. En France, un individu qui vit avec moins de 10 € par jour est une personne pauvre selon cette définition. La pauvreté relative, quant à elle, s'établit en comparaison avec le revenu médian du pays. Le revenu médian correspond au revenu qui partage la population en deux parties égales. En France, un ménage est pauvre si son revenu est inférieur à 50% du revenu médian. Et l'Union européenne place cette barre à 60% du revenu médian. Selon le critère utilisé par la France, seulement 8,1% de la population est pauvre en France, et selon le critère de l'Union européenne, c'est-à-dire celui des 60%, 14,3% de la population française est pauvre. Pour lutter contre la pauvreté, les États se sont organisés sous forme d'État-providence, que l'on retrouve dans la plupart des sociétés modernes. L'État-providence peut être défini comme l'ensemble des interventions économiques et sociales de l'État. L'État-providence en France repose sur trois piliers: un système d'assurance, un système d'assistance, mais aussi par l'action sociale. L'action de l'État-providence cherche donc à lutter contre la pauvreté en protégeant les individus. Il cherche à prévenir les risques de rupture du lien social afin de maintenir une certaine cohésion sociale. La cohésion sociale peut être définie comme les rapports d'interdépendance entre les membres d'une société permettant aux individus qui la composent de s'y intégrer et de vivre ensemble. Lutter contre la pauvreté pourrait permettre à l'État-providence de lutter contre le risque de désaffiliation sociale selon Robert Castel. La désaffiliation sociale peut être définie comme le processus de fragilisation du lien social conduisant à la pauvreté et qui s'explique par un affaiblissement des solidarités de proximité et de l'emploi. La fragilisation de l'État-providence peut entraîner une déstabilisation des stables et donc augmenter le risque de désaffiliation sociale. Il est aussi possible que la pauvreté entraîne de l'exclusion sociale. L'exclusion sociale peut être vue comme la marginalisation, la mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe en raison d'un trop grand éloignement avec le mode de vie dominant dans la société. L'exclusion sociale peut être due à une précarité de l'emploi. Cette précarité de l'emploi peut entraîner une dépendance des individus envers les services sociaux. Cette dépendance peut alors entraîner une perte de reconnaissance sociale et ce processus peut alors mener l'individu en situation de disqualification sociale pour Serge Pogam, c'est-à-dire l'exclusion de la société. L'État, par son intervention, cherche alors à réduire les risques de disqualification sociale. Voilà pour cette vidéo. À vos questionnaires.